Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition. Nous sommes samedi 8 novembre et c'est aujourd'hui que sera célébrée la Journée mondiale de l'urbanisme, un moment privilégié pour mettre en perspective le devenir des villes et des territoires. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme s'est prononcé sur cette journée au nom du gouvernement. Je vous propose de suivre son message. Les propos sont recueillis par Nousangaré et Serge Gongoma. Égalité urbaine, comment créer des villes intégratrices? C'est le thème de cette journée mondiale de l'urbanisme. Une journée qui a pour objectif d'inviter les citoyens et les spécialistes à accorder plus d'intérêt au devenir des villes et des territoires. Je vous exhorte, chers compatriotes, à cultiver l'esprit de bonnes pratiques citadines. Cela par nos actions et aussi par votre comportement quotidien, sans doute selon vous, insignifiant, mais en réalité fort bénéfique au processus d'amélioration de la qualité de vie dans nos villes. Pour le gouvernement ivoirien, la ville intégratrice ne doit pas se limiter à la fonction d'habiter. Elle doit également prendre en compte les activités sociales, culturelles, économiques et sportives. Tout ceci dans un cadre environnemental approprié. Des actions de planification et d'aménagement urbain ont été entreprises dans le district d'Abidjan. On peut citer les sites de Songon, de Modeste et de Bengéville. Ces projets sont également en cours à l'intérieur du pays, avec le programme des logements sociaux dans les différentes régions. Dans la réalisation de ces études et aussi dans la réalisation de ces villes nouvelles, les aménagements prennent en compte aussi bien les logements de standing, de type socio-économique, mais surtout prévoit des logements pour nos compatriotes économiquement très faibles, à travers les lotissements à équipements modérés, communément appelés les LEM. Créée en 1949, la journée consacrée à l'urbanisme est célébrée tous les 8 novembre à travers le monde. C'est aussi ce samedi qu'aura lieu l'inauguration du centre d'appel 143 Ebola par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Ebola qui jusque-là, je le rappelle, a tué plus de 5000 personnes. Et parlant d'Ebola, vous le savez, la Côte d'Ivoire est jusque-là épargnée par le virus. Le pays n'est pas encore touché et justement, pour qu'elle ne le soit pas du tout, les actions de prévention se multiplient. La mairie de Yamoussoukro, par exemple, apporte son appui dans la lutte contre cette maladie. Elle vient d'offrir un important lot de matériel sanitaire qui serviront à isoler d'éventuels cas suspects. Félix Amani, Pargassoro connaît. 5 lits d'hospitalisation, 5 cartons de javel, 10 paires de gants de chirurgie et de ménage, un carton de gel de main désinfectant constituent le lot d'équipements d'isolement des cas suspects d'Ebola. Il est offert à la direction régionale de la santé de Yamoussoukro par le maire de la commune Nyanagbe Kwaku Kwadjojan. Ce matériel est destiné à l'équipement du site de mise en quarantaine des éventuels malades du virus Ebola. Un don apprécié par le directeur régional de la santé du district de Yamoussoukro. Aujourd'hui, nous avons des lits, nous avons un local, nous avons du matériel et nous avons du personnel. Donc je pense que nous sommes comblés. Nous lui disons merci. Ce geste, selon le premier magistrat de Yamoussoukro, s'inscrit dans le vaste mouvement gouvernemental de sensibilisation et de prévention contre cette maladie mortelle, la fièvre hémorragique à virus Ebola. Pour Nyanagbe Kwaku Kwadjojan, maire de Yamoussoukro, la ville est un grand carrefour où transitent de nombreux voyageurs. En Sierra Leone, la maladie à virus Ebola continue ses ravages avec plus de 1000 cas détectés. Une situation qui déteint sur le quotidien des populations. La crise économique s'accentue et elle perturbe la lutte contre l'épidémie. Au marché de Freetown, les étals sont chargés de nourriture. Pour une raison simple, rien ne se vend. Tout est trop cher dans la capitale sierra-léonaise. Et cela, ce sont les vendeurs qui le disent. À cause d'Ebola, les prix des produits ont doublé, voire triplé. Nous appelons le gouvernement à venir voir ce qui se passe au marché pour contrôler les prix étal par étal. Car nous sommes fatigués par les hausses de prix quotidiennes. En ce qui nous concerne, si on ne vend pas, on ne mange pas. Les affaires sont difficiles en ce moment. Nos grossistes ne viennent plus jusqu'à la capitale. À cause d'Ebola, leurs régions sont en quarantaine. C'est pour cela que les prix sont si élevés. Les importateurs, les exportateurs, tous les commerçants tirent la sonnette d'alarme. Les échanges sont ralentis par l'épidémie Ebola.
Les avions sont rares, le nombre de bateaux au port en baisse. Les importations sont quasiment arrêtées. Quant aux exportations, elles sont au point mort. Nos compagnies minières ont dû fermer leurs portes. Elles sont pour la plupart en banqueroute à cause d'Ebola. Les commerçants sont à la recherche de parades car dans certaines régions, le manque de nourriture pousse les populations à se déplacer, ce qui entrave les quarantaines et rompt les cordons sanitaires. Nous devons nous assurer que tout le monde unisse ses forces pour changer le cours des choses, dans le but de répondre aux besoins des malheureuses victimes de cette crise. Le Programme alimentaire mondial fournit de la nourriture à 600 000 personnes en Sierra Leone pour fixer ces personnes dans leur village d'origine et pour préserver les progrès enregistrés ces dernières semaines dans la lutte contre Ebola. Après le péage, bientôt le pesage en Côte d'Ivoire, c'est dans un mois plus précisément. La mesure concerne les camions de transport de type poids lourd, mais avant l'application de la mesure, les conducteurs routiers sont sensibilisés. Le passage au poste de pesage est de 2000 francs CFA pour tout camion qui respecte les règles de chargement. Les éclairages d'Adama Kone. La commercialisation de la route ivoirienne se poursuit. Après le péage, la Côte d'Ivoire embraye sur le pesage. Selon le Fonds d'entretien routier fait, l'opération de pesage sera lancée dans un mois. Les routiers, premiers concernés, décident également d'être les premiers sur la route de la sensibilisation. La Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, CSCRAO, mobilise à Abidjan les conducteurs du Mali, du Burkina, du Niger, du Togo, du Bénin et du Ghana à cet effet. Les chauffeurs maliens qui fréquentent le corridor ivoirien, ils n'étaient pas habitués au pesage. C'est une première du genre, la route est bien faite, l'autoroute est bien construite. Donc il va de soi que les chauffeurs soient sensibilisés dans le cadre de la première mise en œuvre de cette opération. Aujourd'hui, dans nos États, on veut avoir bonne route. Il y va même dans notre santé. Mais on doit remercier d'abord nos États d'avoir pensé des réseaux routiers. C'est qu'on a demandé ce matin que le port abrite un pont bascule. Parce que quand on charge comme ça, le chauffeur ne connaît pas quel tonne il a ça. Hein. Souvent, on vient nous montrer le papier qui était à 40 tonnes. Oh, il a 50 tonnes. Désormais, les camions de marchandises paieront 2000 francs CFA au poste de pesage. En cas de surcharge, pour chaque tonne, l'amende s'élève à 4000 francs CFA contre 20 000 prévus par l'UEMOA si le camion ne traverse pas le territoire national. Pour le trafic international, la tonne de surcharge est facturée à 11 000 francs CFA au lieu de 60 000. Le pesage est une disposition du règlement 14 de l'UEMOA et la Côte d'Ivoire est l'un des derniers pays de l'espace communautaire à l'appliquer. Le SILA bat son plein, troisième jour du Salon international du livre d'Abidjan. Hier, de nombreux élèves ont pris d'assaut le parc des sports de Treichville pour participer à l'événement. Ils disent être allés échanger avec les auteurs et avoir une idée des nouvelles parutions. C'est ce que nous dit Herman Niamia. Dans la discipline, les élèves font leur entrée dans l'enceinte du parc des sports de Treichville. Présents en grand nombre, tous sont venus participer au Salon international du livre d'Abidjan. Je suis venue aujourd'hui pour me renseigner sur les nombreux écrivains, les livres, les récits, les romans, les légendes. Je suis venue rencontrer les auteurs et puis acheter des livres. Je suis venu visiter les différents stands pour améliorer ma culture et mon goût pour la lecture. Pendant que certains élèves font le tour des stands, d'autres suivent la présentation de l'œuvre de Lestron Le Châtiment, une bande dessinée de Chabayéo. La présentation de l'œuvre a suscité beaucoup d'intérêt chez les écoliers. Ça parle d'un héros qui sauve les gens. Ça me plaît comme livre, c'est le meilleur livre que j'ai jamais vu. De Lestron, c'est celui qui coupe le courant. Voilà, c'est cette identité qu'incarne le personnage. Les tout-petits ont également eu droit à la dédicace des œuvres de l'auteur de bande dessinée Benjamin Kouadio. L'auteur lui-même parle de son amour pour le dessin sous le regard admiratif des élèves. Cette envie du dessin remonte à mon enfance et j'ai été attiré très tôt par des bandes dessinées. Et à force de les lire, je me suis un jour posé la question de pourquoi ne pas créer un personnage.
Il n'y a pas que les élèves qui ont effectué les déplacements du Parc des Sports pour cette journée. Certains visiteurs disent être venus nouer des contacts. Nous avons noué des contacts avec plusieurs maisons d'édition et également des librairies. Et je pense que notre relation sera très fructueuse à ce niveau-là. Plusieurs dédicaces ont meublé cette 3e journée du Salon international du livre d'Abidjan. Cette journée s'achève avec un dîner gala au cours duquel le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone sera décerné à un auteur. Au Burkina Faso, les travaux sur le projet de charte de la transition débutent ce samedi. Le texte aura notamment pour tâche de définir les prérogatives du gouvernement et de l'Assemblée de transition. Autre chose, à présent, direction le Cameroun. Dans ce pays, la collecte des billets usagés devient une activité lucrative. Reportage. Sur les marchés de Douala, la scène n'a rien d'inhabituel. Une commerçante qui refuse un billet trop abîmé. Le billet déchiré, c'est trop déchiré. Je vais payer quelque chose avant de prendre. Ça va finir dans mes poches. Casque sur la tête et sifflet pour annoncer son passage, Antoine Taillou a flairé le bon filon. Les billets usagés, cet étudiant les rachète, moins cher que leur valeur faciale, puis direction la banque centrale, où il les échange contre des coupures neuves. La différence va dans sa poche. C'est grâce à ça que je paye mes études, c'est grâce à ça que je paye mon loyer, la quittance, tout. Donc je mange grâce à ça, donc c'est un métier que je respecte beaucoup. L'étudiant y trouve son compte, ses clients aussi. Fini les petites coupures refusées dans les magasins et les banques commerciales. Le billet a déjà fait 3 mois dans ma poche et je ne savais pas comment je pouvais faire avec ça. Comme je lui ai vu, j'ai présenté, il m'a donné 700 francs, ça doit m'aider. Ils sont nombreux à s'être lancés dans leur achat des billets mutilés, comme on les appelle au Cameroun. Mais le risque, c'est de tomber sur de fausses coupures. Antoine Taillou a ses trucs pour les détecter. Quand tu prends la ficelle, tu mords. Si tu trouves la ficelle, sache que c'est un bon billet. Si tu ne trouves pas la ficelle, sache que c'est un billet truqué. Le business des billets mutilés a de beaux jours devant lui au Cameroun, dans un pays où la majorité de la population n'a ni compte bancaire, ni porte-monnaie. L'Allemagne se prépare à célébrer les 25 ans de la chute du mur de Berlin. L'ouverture d'une chaîne de lumière le long du parcours du mur ayant coupé en deux la ville de Berlin de 1961 à 1989 a marqué le début officiel des célébrations du 25e anniversaire de la chute du mur. En quelques semaines, sans effusion de sang, le régime d'Allemagne de l'Est, l'un des plus durs du bloc soviétique, a été balayé par des milliers de manifestants, entraînant la chute du mur de Berlin, le mur de la honte. Aujourd'hui, 25 ans après, des pans entiers ou des morceaux de béton sont éparpillés à travers le monde. De Séoul au Vatican, de Strasbourg à New York, ces morceaux de béton sont devenus des symboles de liberté pour les générations futures. Maintenant, je peux être heureux. Je n'ai jamais pensé qu'il y aurait une réunification ni que je vivrais assez longtemps pour voir le mur tomber et vivre en démocratie. Je ne l'ai jamais imaginé. J'ai imaginé que la RDA changerait pour devenir plus démocratique. Mais ce système, cette dictature n'existe plus. Du 13 août 1961 au 9 novembre 1989, le mur long de 160 km encercla Berlin-Ouest, d'une hauteur de 3,60 m avec 302 miradors, 14 000 gardes et 600 chiens. Un mur censé empêcher toute tentative de fuite des habitants de l'Est vers l'Eldorado de l'Ouest. Dès sa construction, le mur de Berlin est devenu le symbole de la guerre froide. À l'été 1989, la situation géopolitique change. La Hongrie dessert l'étau, des milliers d'Allemands de l'Est s'engouffrent dans la brèche. Le 9 novembre 1989, Berlin-Est ouvre ses frontières. Un an plus tard, la réunification des deux Allemagnes sera effective, le 3 octobre 1990. Je pense que c'est une réussite historique. Beaucoup de secteurs économiques sont en plein essor, la population s'est rassemblée, les gens sont passés d'est en ouest et vice-versa. Les jeunes se sentent allemands. Bien sûr, il y a des problèmes, on ne doit pas les occulter. Nous travaillons là-dessus, mais globalement, c'est un grand succès. De la porte de Brandebourg à Checkpoint Charlie, de nombreuses manifestations culturelles sont prévues. Des milliers de visiteurs sont attendus. Des ballons lumineux qui marquent l'emplacement du mur seront lâchés au son de l'Ode à la joie.
à la mémoire des innombrables victimes qui tentèrent de franchir le mur au péril de leur vie. Fin de ce journal, prochain rendez-vous demain 6h30.